juger quelqu'un. Jamais. Même quelqu'un qui souffre, il ne faut jamais avoir pitié de quelqu'un, qu'importe la souffrance qu'il a. Parce que parfois, il mérite cette souffrance-là. Oui, c'est choquant, mais c'est comme ça. C'est pour ça que je ne peux pas avoir pitié de quelqu'un, c'est impossible, même s'il est en train de mourir. On peut se battre pour l'aider, pas avoir pitié de sa situation, non. Si tu conduis en état d'ivresse et tu fais l'accident, pourquoi je dois avoir pitié de ton corps? Non. Tu as eu un comportement inapproprié et puis tu as payé le prix, c'est tout. On va avoir pitié de toi, pourquoi? Si tu as un comportement, ça choque, n'est-ce pas? Tu vois comment vous secouez la tête. N'est-ce pas? Hein, ça me plaît quand ça choque. Les maladies, oui, on ne choisit pas d'être malade. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais il y a des comportements qui conduisent au cancer. Il y a des attitudes alimentaires qui conduisent au cancer. Si tu ne te documentes pas pour comprendre comment tu dois t'alimenter, pour éviter d'être exposé, sujet ou détruit par rapport à certaines substances, la faute à qui? Pourquoi nous on doit avoir pitié de toi parce que tu refuses de te documenter? Pourquoi? Tu vas me dire qu'il y a les maladies génétiques. La faute à tes parents. Pourquoi ils se mettent ensemble alors qu'ils savent qu'ils sont deux AS? Et ils font donc naître un enfant qui souffre de drépanocytose. La faute à eux, c'est eux qu'on doit blâmer, on ne doit pas avoir pitié. Vous ne pouvez pas faire l'amour alors que vous savez que votre enfant qui va naître risque d'avoir certaines maladies. Le test de l'électrophorèse, ça coûte combien? En fait, tout le monde vit quelque chose qui correspond à ce qu'il doit vivre. C'est ça qui fait je sais que c'est que vous êtes en train d'analyser ce que je dis sur le prisme religieux. C'est pour ça que c'est choquant. Je suis en train de parler de la religion. Je suis en train de parler de la spiritualité, de la vie, de la loi, de l'action et la réaction. Si tu prends le clou, tu mets dans la prise, le courant te frappe. Est-ce qu'on doit avoir pitié de toi? Il faut qu'on ait pitié. Il y a eu une action, il y a eu une réaction. Bon, tout ce qu'on peut faire, c'est de t'amener rapidement à l'hôpital, si tu es encore vivant. Si tu es déjà mort, on essaie de cotiser pour mettre ton corps à la mort. Comment on va faire pour organiser tes affaires? On t'enterre dans la dignité. C'est tout ce qu'on peut faire. On ne peut pas avoir pitié de toi, non. On ne pleure pas. Je pense que progressivement, vous allez comprendre le sens de cette phrase avec tout ce que j'explique. Et tu ne dois aussi pas réfléchir sur ton sort. Tu dois plutôt réfléchir. C'est pour ça qu'il faut se poser les bonnes questions. Parce que si tu descends là, par exemple, et puis tu te foules la cheville, tu tombes, tu te blesses, il y a deux questions que tu peux te poser, parmi tant d'autres. Pourquoi je me suis foulé la cheville? C'est une question qui ne sert à rien à ce moment. Parce que même si tu réponds à cette question, ça fait quoi? On dit que quelqu'un est couché, le sang coule. Il se dit que pourquoi je me suis foulé la cheville? Non. La question, c'est quel est l'hôpital le plus proche qui peut me prendre en charge de la manière la plus adéquate? Comment faire pour me rendre dans cet hôpital? Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à y aller? Dès que j'arrive dans cet hôpital, on me prend en charge. Dès que c'est terminé, je peux maintenant dire, qu'est-ce qui a fait en sorte que je me foule la cheville? Comment faire pour que ça n'arrive plus? Vous voyez que la manière de se poser les questions change l'attitude. Il y a certaines personnes qui vivent des situations et qui se posent des questions rétrospectives pour comprendre ce qui leur est arrivé. Et c'est ça qui arrive aux Africains. On était grands avant. Nos ancêtres étaient puissants. La colonisation, c'est terminé, mon ami. C'est terminé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est ça la question. La colonisation, oui, on sait, on nous a tués, torturés, d'accord. Mais on fait quoi? On pleure toute la vie? Ou on réfléchit sur comment on peut faire pour s'en sortir, pour être respecté à nouveau? C'est pour ça que quand quelqu'un s'apitoie sur son sort, en fait, il doit être éliminé aussi. Parce qu'il perd du temps à l'humanité. Parce que imaginez-vous une mère qui s'apitoie sur son sort. Ça veut dire quoi? Elle va transmettre quoi comme information à ses enfants? Elle va apprendre à ses enfants comment faire pour s'apitoyer sur son sort. Parce que vous transmettez des comportements génétiquement à vos enfants.
votre attitude a une influence sur l'attitude de vos enfants. Si l'enfant se rend compte que sa mère tous les jours pleure, et quand il demande à maman pourquoi tu pleures, maman dit on est pauvres, c'est pour ça qu'il pleure, nous sommes pauvres. Je ne sais pas comment on fait, Dieu nous a abandonnés. Vous pensez que l'enfant, lui, il réfléchit comment? Il dit waouh, ma mère pleure, nous sommes pauvres. Je vais donc pleurer avec elle. Tu vois, vous commencez à pleurer vous tous. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et là, on est toujours dans la séance des questions, oui? Oui, j'aimerais savoir comment vous définissez la pitié. Là, tu veux qu'on entre dans une définition philosophique ou que je te donne mon point de vue? Non, je veux votre définition pour mieux vous comprendre. Oui, tu voulais réagir? Non, je voudrais aller dans le même sens. Oui. Dans la mesure où tu nous as fait comprendre qu'on ne doit pas avoir pitié des gens. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut leur apporter notre aide. Comment est-ce qu'on peut les apporter? On peut leur apporter notre aide si on n'a pas pitié. Non, on n'a pas besoin d'avoir pitié pour apporter de l'aide à quelqu'un. Comment la pitié ne découle? Je veux dire, est-ce que l'action d'aide ne découle pas du tout? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Bon, quand je poste les vidéos en ligne où je parle de certains sujets pour édifier les personnes peut-être qui n'auraient pas de connaissances dessus, c'est parce que j'ai pitié d'eux. Vous pensez? Parce qu'en réalité, je suis en train de leur apporter un soutien intellectuel sur certains sujets. Est-ce que ce soutien, je leur apporte cela parce que j'ai pitié d'eux? Non. Parfois, je leur apporte cela pour moi-même. Oui. Et vous avez dit qu'on n'est pas en train de parler de la religion. Parfois, quelqu'un t'apporte de l'aide pour lui-même. Il t'aide pour lui, pas pour toi. Vous pensez que ceux qui vont donner de l'argent aux mendiants, aux orphelinats, c'est parce qu'il est trop sensible aux orphelins, il a pitié d'eux. C'est pour ça que les médias sont là pour immortaliser tout ce qui se passe. Non, pas nécessairement. C'est parce qu'il veut défiscaliser son entreprise. C'est parce qu'il va déclarer ça aux impôts. Il va dire que j'ai aidé les orphelins, j'ai dépensé telle somme et on va défiscaliser de ceci. Ça entre aussi dans la responsabilité sociale de l'entreprise qui permet aussi de défiscaliser, donc de payer moins d'impôts. Donc il ne fait pas ça pour les orphelins, il fait pour lui. C'est pas qu'il a pitié des orphelins, il s'en fout. Si ça ne dépendait que de lui, vous mourrez même tous. Puisqu'il s'en fout de vous. Je vais prendre un autre exemple et qui est devenu une valeur dans notre société, la discrétion. Dans notre société, on estime que quand tu es discret, c'est bien. La discrétion, c'est quelque chose de... C'est une valeur sacrée. La preuve, c'est que nous, on nous appelle les bavards. Oh, tu bavards trop, il faut être discret, il faut être humble, il faut être... En fait, la discrétion, c'est une forme de méchanceté. Parce que quand tu es discret, ça veut dire que tu fais des choses que tu ne voudrais pas qu'on sache ce que tu fais. Ça veut dire que tu refuses de partager aux autres ce que tu fais, ce que tu ressens. Tu refuses d'inspirer d'autres personnes. Ça veut dire que ton souhait inconscient, c'est de les voir même échouer. Pourquoi pas? Combien de fois on a été dans des situations où vous êtes dans une équipe, vous travaillez ensemble, vous faites face à un problème, il y a un membre de l'équipe qui sait comment résoudre un problème. Il vous laisse tomber dans le trou volontairement. Et après, il se moque de vous. Et il vient vous dire que maintenant il peut vous aider. On appellerait ça comment? Je ne veux même pas appeler ça la méchanceté. En fait, ce que je voudrais que vous puissiez comprendre, c'est que ce que je dis, vous devez l'interpréter avec plusieurs filtres. 1. Est-ce que ça me correspond? Si oui, comment est-ce que je fais pour l'adapter à ce que je fais? Et forcément, ça va nécessiter des modifications pour pouvoir être beaucoup plus personnalisé par rapport à votre réalité. Donc, quand je dis par exemple que je ne dois pas avoir pitié, que je n'ai pas pitié de quelqu'un, ça ne veut pas dire que toi, tu ne dois pas avoir pitié des gens. Si vous comprenez bien ce que j'explique. Toi, tu peux avoir pitié des gens jusqu'à tu pleures avec eux, hein, c'est de ton droit. Je ne suis pas en train de dire à tout le monde que n'ayez pitié de personne, non. On est en train de parler d'un contexte. On est en train de parler de l'entrepreneuriat. On est en train de parler des actions à mettre en place. Et parfois, ces actions-là nécessitent que tu aies un certain niveau d'observation et de compréhension de l'environnement dans lequel tu es. Sinon, tu risques de poser des actions qui vont détruire ton entreprise. Est-ce qu'il faut avoir pitié des employés? Est-ce que quand tu as ton entreprise, tu dois avoir pitié de l'employé? Un employé t'appelle, il te dit vraiment, je ne peux pas venir aujourd'hui parce que je me sens seul.
Ma copine m'a quitté hier et je ne suis pas bien mentalement. Je ne pourrais pas venir toute cette semaine. Je m'excuse, boss. Tu fais quoi? Tu as pitié de lui ou tu le vis définitivement? Qu'est-ce qu'on fait, madame? Qu'est-ce que vous faites? Vous le virez, hein? Et je croyais qu'il fallait avoir pitié. Donc vous n'avez plus pitié dans ce cas. Parce que tout à l'heure, vous étiez choqué quand il disait qu'il faut pas avoir pitié. Ah, donc il y a les cas où il ne faut pas avoir pitié. C'est bien que vous puissiez dire oui maintenant aussi. Ça veut dire que vous commencez à comprendre qu'en fonction du contexte, parfois, les émotions n'en ont rien à foutre. Hélas. Bon, si votre employé, par exemple, qui j'ai un dossier d'un marché que vous avez gagné un marché de 20 millions. C'est lui qui doit exécuter. Mais sauf qu'il a perdu son père. Et du coup, il a envie d'aller au village pour organiser les obsèques. Il a besoin de 2 semaines. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez pitié de son père qui est mort, de la situation émotionnelle dans laquelle il est, et vous l'accompagnez, vous le subventionnez pour qu'il aille au village, et vous perdez le marché. Ou vous faites quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Il part. Mais comment tu n'as pas pitié de son père qui est mort? Il est déjà mort. Ah. Vous savez que vous êtes sans cœur. Hein? Je croyais que j'étais le seul à être sans cœur, mais finalement, on est ensemble. En fait, ce que j'explique ici a pour objectif de vous faire comprendre que, en fonction de chaque situation, il faut analyser les choses et savoir pour telle situation, qu'est-ce qu'on fait. Il n'y a pas une action à faire, qu'importe la situation. Il n'y a pas d'action générique qui fonctionne à tout moment. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et du coup, pour vous mettre dans cette prédisposition-là, il faut être très élevé et comprendre que ici, voilà ce que je dois faire. Ici, je ne le fais pas. Parce que si vous partez déjà du principe qu'il faut avoir pitié des gens, ça veut dire que quand vous allez arriver dans un contexte où il ne faut pas avoir pitié, vous n'allez pas être capable de le faire. Donc, il faudrait que vous puissiez partir avec une pièce où je peux avoir pitié ou alors je peux être radical. Maintenant, quand vous arrivez dans une situation où il faut avoir pitié, si c'est nécessaire, vous pouvez le faire. Si vous arrivez dans une autre situation où ce n'est pas nécessaire, vous... La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.